qui fera le travail difficile à Gaza. Alors que le Hamas défie les cessez-le-feu, même les clans locaux se retournent contre eux. Et il ne semble pas qu'aucune force internationale soit prête à se battre. Est-ce que ce sera encore une fois à Tsahal de les désarmer? Et hier, Tsahal a frappé Beyrouth, éliminant le principal commandant du Hezbollah. Un message au Liban ou un avertissement à l'Iran? Restez avec nous, les réponses pourraient vous surprendre. Bienvenue à tous sur The Quad, ici dans nos studios de Jérusalem, avec notre merveilleuse co-animatrice Émilie Schrader, la journaliste et militante Shoshana Kitz, Jasko, la fondatrice de Chomat Nashim, qui élève et défend les femmes orthodoxes, et une co-animatrice invitée très spéciale. Aujourd'hui, mon amie Linda Lovitch, qui est coach média pour les célébrités. Linda, bienvenue. Merci, je suis très enthousiaste. Eh bien, nous sommes ravis de t'avoir avec nous, et il y a tellement de choses à aborder. Nous avons attaqué Beyrouth hier et nous nous sommes débarrassés non seulement du chef d'état-major militaire du Hezbollah, mais aussi de 3 de ses collaborateurs. Ainsi, nous désarmons les membres du Hezbollah, car attendre le gouvernement libanais pourrait durer longtemps. Et pendant ce temps, à Gaza, qui fait réellement le travail de désarmement? Qui va s'en charger? Qui veut désarmer? Regardez ceci. Ceci est destiné à être entendu par le Hamas. Tes chaussures sales sont plus honorables que la plus grande barbe du Hamas. Allez, faisons-le entendre. Mort au Hamas! Mort au Hamas! Mort au Hamas! Mort au Hamas! Nous avons pris nos familles et nos maisons pour libérer nos familles et notre peuple du Hamas. Les Iraniens, les Perses. S'ils sont si coriaces, dites-nous où vous êtes. Et nous vous montrerons qui attrapera qui. D'accord, mesdames? Il semble que, encore une fois, c'est à nous de faire le sale boulot du monde. Parce que nous avons ces 2 groupes soutenus par le régime islamique iranien, les terroristes Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Et beaucoup de discours incroyables sur le Conseil de la paix et la force de désarmement. Toutes les personnes qui vont venir à Gaza pour désarmer ces terroristes du Hamas qui sortent des tunnels comme des mouches en ce moment. Et au nord, bien sûr, nous ne pouvons plus compter sur la force intérimaire des Nations unies au Liban, qui a fait un travail terrible pendant des décennies et a détourné le regard. Alors que le Hezbollah se réarmait, et le Hezbollah est en train de se réarmer et de se déplacer vers le sud, et le régime islamique iranien envoie l'argent comme si leur pays ne s'effondrait pas faute de ressources. Et donc, encore une fois, c'est à nous de faire le sale boulot. Émilie, tu viens juste de rentrer de l'étranger. Tu parlais du régime islamique qui rembourse ses Groups? Et ici, la preuve est donnée par l'exemple. Ouais, enfin, d'après ce que nous savons, au moins 1 milliard a déjà été envoyé depuis la République islamique pour refinancer le Hezbollah. Et ça, il y a quelques jours, quand je pense qu'ils ont tout réapprovisionné après nos saisies. Oui, c'était... 22 000 missiles et tout le reste. Oui, Mais nucléaire, nous n'allons pas. parler de nucléaire, n'est-ce pas? Non, juste armer le Hezbollah. Je veux dire qu'il a été réarmé. Tout ce que nous avons éliminé, ils l'ont reconstitué et ils ont encore plus d'argent. Et c'est parce que les priorités de la République islamique ont été de déverser toutes les ressources qui leur restent. Malgré des sanctions incomplètement appliquées dans ces groupes terroristes, et nous allons en voir les conséquences à nouveau au cours des prochaines années, parce que nous nous contentons de tondre l'herbe au lieu de couper la tête du serpent. C'est ce qui arrive quand on ne s'attaque pas réellement à la racine du problème, qui est le régime lui-même. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Il nous appartient vraiment de tondre l'herbe, parce que ce cessez-le-feu que nous avons eu depuis 1 an ne tient pas vraiment. Le gouvernement libanais semble incapable ou peu disposé. Peut-être qu'ils ont le syndrome de Stockholm et sont trop habitués au Hezbollah pour fonctionner sans eux, ou les désarmer ou les expulser. Je pense qu'il est assez difficile d'éliminer une milice terroriste dans votre pays qui colonise essentiellement le Liban depuis de nombreuses... avec 1 milliard de dollars rien que l'an dernier. Qui vont de l'avant et non pas au gouvernement actuel de... Liban. Chochanam. Qu'est-ce qui va se passer à Gaza? Oh là là. La question à 1 milliard de dollars. Je vais parler de l'Iran.
Je suis convaincue par la stratégie d'Émilie. Il faut juste agir et renverser le régime. C'est vraiment ridicule. Téhéran, sauf erreur, est hors service. L'Iran brûle. Le pays lui-même, le peuple lui-même souffre. Et pourtant, il continue à tout donner pour combattre Israël. C'est une obsession maladive et toxique. Je suis d'accord avec toi, Takama. À Gaza, quel avenir? Que va-t-il se passer? Excellente question. Nous espérons la paix, mais nous préparons à la guerre. Je suis presque sûre qu'on y retournera. C'est inévitable. Devrait-on y retourner, au-delà de la ligne jaune? Tu les appelles portes vues d'en haut? Nous devrions. Est-ce qu'on le fera? Pourquoi ne pas simplement les bombarder? Pourquoi risquer la vie de nos soldats en y retournant? Nous avons une ligne. Détruisons les tunnels. Linda, prépare des intervenants pour défendre Israël. Que leur demandes-tu de dire? Je leur dis tout d'abord d'expliquer, oui, que le Hamas a investi des milliards de dollars dans ces tunnels terroristes au lieu de les utiliser pour leur peuple. Pourquoi leur peuple meurt-il de faim et n'a-t-il nulle part où aller? Ils refusent même de les laisser entrer dans les tunnels construits avec toute l'aide reçue. Exactement. Et ils ne le font pas, moi. Ils se plaignent de la pluie. Et tu sais, c'est vraiment tragique de voir des familles dans des tentes mouillées. N'importe qui aurait de la peine pour eux. Mais ma première pensée, c'est, eh bien, n'ont-ils pas des tunnels où ils pourraient aller s'abriter, comme quand il y avait une guerre? Oui, ils en ont. Mais pourquoi le Hamas les laisserait-il aller dans les tunnels? Ce n'est pas pour eux. Non, ce n'est pas pour le Hamas et pour nos otages, afin qu'ils puissent les garder là-bas. Oui. Et vous savez, n'oublions pas qu'il y a encore 3 corps. là-bas 2 Israéliens et un Thaïlandais. N'était-ce pas? N'étions-nous pas censés les récupérer sous 72 Heures après cela. le début du cessez-le-feu? Oui, est-ce que... Non pas d'horloge ou de calendrier là-bas. Donc, c'est nous accuser de violer le cessez-le-feu alors que Hamas l'a rompu dès le début. Mais cela nous ramène vraiment à la question de qui va réellement créer ce Conseil de la paix? Vous savez qui est le Conseil de la paix? Vous avez les Saoudiens qui disent en gros « Oh, nous ne voulons pas envoyer de soldats ». Je suppose que ce sont les Émiratis qui ont refusé. Oui. Les Turcs veulent venir, mais nous refusons car ils sont désormais les frères musulmans. Qui d'autre? Le Qatar, sans véritable armée permanente, n'est-ce pas? Non, mais ils voulaient envoyer des forces, je pense. Nous avons aussi mis notre veto. Nous avons mis notre veto pour éviter que nos ennemis intègrent le Conseil de la paix. Ensuite, tout le monde. L'idée que le Qatar va désarmer agressivement le Hamas est comique. Comme toute personne qui croit cela, Moi j'ai un pont à vendre en Turquie. aussi. C'est fou. Eh bien, ça Serait agressif, c'est sûr, s'ils ne le faisaient pas. Oui, ça le serait. Oui, il armerait fortement le Hamas. Exactement. Je veux dire, ils sont le canal de tout leur argent. Mais encore une fois, tu sais, je trouve 2 choses presque comiques. La première chose, c'est qui est ce Conseil de la paix? Et la deuxième chose, c'est comment les manifestants du monde entier se tiennent littéralement debout, protestent et disent non au Conseil de la paix. C'est comme non à la paix. On ne peut pas inventer ça. Eh bien, Qu'est-ce qu'ils vont protester maintenant? ils sont très... S'il y a un... Cessez-le-feu. Si Israël n'attaque pas, contre quoi protesteront-ils? Je vais vous dire contre quoi ils vont protester. Ils vont protester contre des Juifs à l'intérieur d'une synagogue, comme à New York ou à Londres il y a quelques jours. C'est vraiment... C'est ce qu'ils font. Il n'a jamais été question des Gazaouis, des Palestiniens, d'un État palestinien ou de la guerre Israël-Gaza. Le mouvement anti-Israël, Libérer la Palestine, ne cherche qu'à promouvoir la haine des Juifs. Une Palestinienne l'a même dit, d'ailleurs. La seule raison pour laquelle les gens s'intéressent vraiment à nous, c'est que notre ennemi, ce sont les Juifs. Absolument, elles le savent d'ailleurs. Si les Soudanaises ou Nigérianes accusaient Israël des massacres de chrétiennes Hasser, elles auraient soudain une couverture médiatique. Absolument, des manifestations. Et elles se l'ont dit, c'est horrible. Les Soudanaises l'ont dit. Vous savez, les Nigérianes l'ont dit. Les Chrétiennes nigérianes. se font massacrer, des églises brûlent. Personne. Des écolières sorties d'une école. Nous ne les reverrons jamais. Personne ne s'en soucie. Personne ne s'en soucie. C'est absolument tragique. Et moi, cela montre simplement la fausseté de tous ces gens des médias de la justice sociale. Ils ne sont que des antisémites vides. Absolument. Mais aussi l'Ukraine. D'accord, personne ne semble. Mais il y a environ 20 000 enfants qui ont disparu. D'accord, disparu. Est-ce que quelqu'un traite Poutine de tueur d'enfants? Est-ce que quelqu'un dit « Oh, vous savez, rien, silence total, personne ne réagit » Je veux dire, c'est juste, je
Les gens sont-ils stupides ou sont-ils tellement aveuglés par l'antisémitisme qu'ils ne le voient même pas? Idiots utiles, vous. Oui, pour tout, je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression que leur fantasme est réalisé. Israël n'existe plus. Israël n'existe plus. Les Juifs sont vaincus. Ils s'infiltrent dans divers quartiers à travers le monde, formant une diaspora. Que se passe-t-il alors? Sur quoi le monde se focaliserait-il? Je me demande vraiment ce qui arriverait sans nous. Pour qui se battrait-il? Je pense qu'ils s'en prendront aux chrétiens. Bien sûr. Nous voyons déjà cela dans des régions sous contrôle islamiste. Le Nigeria, par exemple, était autrefois chrétien. Le Liban aussi. Et 20% du Moyen-Orient aussi. Oui, c'est vraiment incroyable. Et c'est ce qui va se passer. Et regarde, on le voit en Europe. Ils manifestent devant des synagogues, ils bombardent des synagogues ou ils commettent des actes terroristes dans des synagogues. Mais ils attaquent aussi les marchés de Noël. Oh oui, Tu sais, et tu le vois partout. Tu l'as vu en Allemagne, tu l'as vu en France. C'est l'étape suivante. Et pourtant, tout le monde est tellement endoctriné, soit par une haine aveugle des Juifs, soit par une campagne très habile et délibérée du Qatar. Tu sais, et le marxisme moderne qu'ils financent depuis 20 ou 30 ans, les gens sont juste des zombies. Je pense de plus en plus que les gens sont des zombies. Et je commence à comprendre tellement plus chaque jour comment l'Holocauste a pu arriver. Oui, Je me suis dit, tu sais, d'abord, c'est horrible à propos de Noël. D'abord, Jésus est palestinien. oui, il a gagné. Katir? Jésus est désormais considéré comme palestinien. Nous, chrétiens, voyons qu'il ne s'inquiète pas de l'appeler ainsi. Non, il semble que le pape ne l'ait pas fait. Je le croyais. Je l'ai entendu, mais je ne sais pas s'il était juif. Non seulement ça, ils ont gâché la saison de Noël. Oui. Oui. C'est ça, ils ont bloqué les routes vers les aéroports. Oui. Les centres commerciaux, les galas qu'ils organisent. Je veux dire, ça ne les intéresse pas? Les Juifs, d'accord, c'est une chose, attaquer les Juifs, mais s'en prendre aux achats de Noël. La crèche, chose, c'est que tout cela fait partie d'une campagne stratégique visant à présenter Israël comme la source de tous les problèmes du monde. Et vous le voyez maintenant avec la division à droite aux États-Unis, avec des gens qui disent « Oh, eh bien, vous savez, Mamdani a gagné l'élection à cause d'Israël. » Ou, vous savez, il va y avoir un retournement à la Chambre lors des prochaines élections de mi-mandat parce que trop de gens sont payés par l'AIPAC. Alors que c'est une totale déformation de la réalité, la majorité des Américains s'en fichent complètement. Désolé pour ce qui se passe en Israël. Peut-être qu'ils aiment ou non, mais ils ne votent pas sur cette base. Maire, Je sais pas. Maire, zéro décision de politique étrangère. Oh non, mais l'idée que c'est comme ça qu'ils prennent la décision est insensée. Mais il va à l'encontre, il suit le droit international. Oui, tu sais, New Yorkville, il n'est pas au courant que New York City? fait partie de l'Amérique. Je Ne sais pas ce que cela signifie. Je suis curieuse. Je veux dire, il... ne sais pas ce que cela signifie. Non, Honnêtement, je dois reconnaître ça à Trump. Mandani va à la Maison-Blanche, ce qui en a surpris beaucoup, mais pas moi. Et je pense que Trump a été vraiment très malin parce qu'être copain avec Mandani, c'est la dernière chose que ses partisans veulent voir. Donc, il y en a qui pensent qu'il essaie de lui faire plaisir. Je pense qu'en réalité, il est en train de le neutraliser et de le faire mal paraître en étant, genre, plutôt amical avec lui. Je ne pouvais ni regarder ni détourner les yeux. Pendant toute l'histoire avec Mandani, je me demande, Trump est-il un génie ou est-ce qu'il est juste? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de lui. Roi saoudien. Attendez, puis-je... dire quelque chose. À propos de... Mamdani, rencontre avec Trump? Oui. As-tu remarqué que Trump était assis très confortablement et qu'il désirait Avec sa fichue chose, c'était tellement délibéré, c'était vraiment ça. C'est, un geste de pouvoir d'abord? avant tout, totalement un geste de pouvoir. Je suis d'accord, Il doit toujours, d'une manière ou d'une autre, rabaisser et humilier les personnes qui sont avec lui là-bas, n'est-ce pas? Comme chaque État, chaque chef d'État. Et pas seulement ça, je me rends compte que Mamdani ne connaît que 3 mots. Oui, coûte. du coût de la vie. Oui, si j'avais un sou, un shekel à chaque fois que tu disais coût de la vie. Oui, bien sûr, Trump et moi sommes d'accord. Le problème à New York, c'est le coût de la vie. Ce que je vais faire, c'est le coût de la vie. À chaque question, coût de la vie? Oui, voilà. Il est très bien préparé. Je dois le reconnaître à Mandani. Il est très bien préparé. C'est un gars très discipliné. Il est resté fidèle à son message et a gagné principalement grâce à de nombreuses personnes qui ne comprennent pas cela. Il ne peut rien faire sur le coût de la vie sans risquer la faillite. Le loyer reste inchangé. jamais gratuit, Les bus ne sont pas... jamais gratuit, mais Tout n'est pas gratuit. Faire faillite le Centre mondial de la finance, il y a
beaucoup d'ignorance. Et je ne dis pas ça de façon négative, mais il y a beaucoup d'ignorance sur la façon dont les choses fonctionnent. Car les Américains manquent souvent de responsabilité. Oublieux, la plupart. Beaucoup ignorent cela, moi compris. C'est vrai, les Américains sont déconnectés de la réalité, ayant un océan entre eux et de nombreux problèmes du monde. Mais je veux dire localement. Leur opposition totale à toute action militaire, sans saisir qu'elle ne signifie pas toujours des milliers de soldats sur le terrain pendant des années, fait aussi partie du problème. 70% des Américains refusent d'intervenir au Venezuela sans en connaître la situation ni les raisons. C'est important pour les Américains de s'impliquer, donc c'est aussi un problème avec les Américains. Désolée de vous interrompre. Bien sûr. Et aussi, vous savez, hier, le gars que nous avons tué, le chef de l'armée, le chef d'état-major au Liban, le gars du Hezbollah, le département d'État offrait 5 millions de dollars pour sa capture. Avons-nous touché la récompense? Oui, je l'ai fait. J'y ai toujours pensé parce qu'il a tué des Américains. Il ne l'a pas fait. Il a tué des Israéliens et des Américains. Je me demande toujours, car on a éliminé beaucoup de gens. Ça fait beaucoup, surtout financièrement. Ce que je pense, c'est qu'on compense probablement cela avec d'autres choses que nous obtenons des Américains. Mais, vous savez, c'est tout simplement incroyable. La façon dont, au final, la petite Israël face à la République islamique et à ses proxys, doit faire ce que le monde n'ose pas faire. Oui, nous avons reçu plus d'aide et de soutien de Trump que des autres présidents, mais c'est à nous de faire le travail, non? Et nous ne demandons même pas, non seulement ça, mais sur le terrain, debout. Dans le chemin de beaucoup de choses, parce qu'il veut un prix de la paix ou il veut quelque chose pour son Union européenne, Aussi qu'on se taise, exactement. Et ce n'est pas comme ça qu'on traite l'idéologie islamiste. La seule façon de la combattre, c'est de la vaincre. Cela demande beaucoup d'argent, d'armes, d'efforts, et ce n'est pas idéal. Mais quelle autre option avons-nous? L'alternative, c'est ce que nous avons vu le 7 octobre. C'est vrai? Mais donnons-lui ces Juifs. Hier, il a lancé une procédure de prescription. Je trouve incroyable que cela n'ait pas encore été prescrit. Les frères musulmans, qui sont en fait le mécanisme de tout ce financement et ce soutien au terrorisme, y compris de nombreuses organisations civiles et sociales en Amérique. Il a lancé le mouvement. Il a dit à Marco Rubio, le secrétaire d'État, de lancer la démarche pour les désigner comme organisations terroristes. Maintenant, quelles sont les conséquences réelles de cela? Parce que je pense que c'est énorme, n'est-ce pas, Émilie? Non? Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps et c'est vraiment nécessaire, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le Canada. Le Royaume-Uni et les démocraties devraient l'interdire. Pour moi, c'est une organisation terroriste. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux pays arabes ont aussi désigné les frères musulmans. Alors pourquoi l'Occident ne l'a-t-il pas fait? Je veux dire, L'excuse? C'est scandaleux, mais nous devons rester prudents. Parce que même une fois que les frères musulmans sont désignés, il y a toutes ces autres organisations et associations caritatives qui sont liées aux frères musulmans. De CAREA, Étudiants. pour la justice en Palestine, toute une série d'autres organisations par lesquelles ils vont rediriger leur argent. Et les États-Unis doivent vraiment surveiller cela de très près et sévir sans aucune pitié contre cette opération de blanchiment d'argent. Et nous ne l'avons pas vraiment vu ainsi, même avec la République islamique d'Iran. J'ai des inquiétudes, mais c'est une étape attendue et positive. Je pense que tu as raison, c'est un vaste réseau. Je pense que si ce n'était pas prescrit jusqu'ici, c'est qu'ils trouvaient toujours une excuse. Il existe de nombreuses organisations de justice sociale et toutes ne sont pas terroristes ni leurs activités. Tout cela est très compliqué. Ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué. Oui, vous avez de l'infiltration dans votre pays au quotidien, sur vos campus, dans vos universités. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Linda, pourquoi ça doit être aussi compliqué? L'argent. L'argent. Parce que quand ils investissent des millions de dollars dans les universités et qu'ils se financent dans toutes ces organisations, tu sais, c'est difficile. En plus, ça doit forcément être de l'islamophobie si tu t'en prends à ces organisations, non? Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent d'antisémitisme en Amérique, ils doivent aussi parler d'islamophobie. Tu ne peux t'en prendre qu'aux Juifs, pas à eux. Il faut leur donner 10 sur 10 pour leur image de marque, leur stratégie marketing, absolument. Énorme. Au top, franchement, on n'est pas dans la course. C'est la stratégie de longue date des frères musulmans depuis le premier jour.
Je veux dire, si vous regardez leurs documents, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire depuis déjà de nombreuses décennies. Mais je pense qu'il est important de comprendre que les frères musulmans ne défendent pas les droits des musulmans. Ce n'est pas une organisation de droits civiques ou de justice civile, surtout aux États-Unis, comme ils prétendent l'être, en particulier CARE, et ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne défendent pas les musulmans. Et nous devons nous opposer à ce récit qu'ils entretiennent. À chaque fois qu'on les interpelle sur leur soutien au terrorisme, leur réponse, c'est ce que tu dis, islamophobie et nous défendons les droits civiques des musulmans. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous protégez le terrorisme islamiste qui touche surtout les musulmans. Oui. Comment pouvez-vous dire que vous êtes pro-musulman? Oui, eh bien, nous avons vu que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite les ont, comme vous le dites, désignés. Et pourtant, tout le monde en Occident est juste, je ne sais pas. Parce que... Eh bien, c'est l'argent, c'est l'islamophobie et c'est le racisme. Et il faut comprendre que les gens ont été conditionnés à cela. Les réseaux sociaux ont été l'outil d'endoctrinement le plus massif, utilisé de façon magistrale pour prendre le contrôle des jeunes générations. Et l'Occident ne peut tout simplement pas rivaliser à ce stade. Tu parles de personnes ayant grandi dans un aquarium, au cœur d'une tempête parfaite de circonstances. Tu ne peux pas être raciste. La liberté d'expression, l'anticolonialisme, toutes ces notions ont été évoquées. Et donc, tu as un sens parfaitement légitime. Je suis légitime. Manifestation devant la synagogue, appelant à l'intifada, appelant. C'est l'armée israélienne. Mais aucun juif et aucun occidental ne manifeste devant les réunions des frères musulmans ou les réunions du CARE. Où sont nos gens, l'Occident, pour dire non à l'endoctrinement islamique? Ou bien... Le Qatar, nous ne comprenons pas du tout. Il n'y a pas de racisme si vous comblez l'écart. Il n'y a pas de vraie éducation. Comme tu l'as dit, si c'est loin et invisible pour moi, ça n'existe pas. Les Américains vivent vraiment dans une bulle. Et tout cela, c'est notre perte. Tellement triste. Tu sais, j'ai vu quelque chose hier qui m'a vraiment touchée. Tu sais, on aime tous Nikki Haley. Elle a toujours été du bon côté de l'histoire. Tu as vu son fils? Est-ce que... Être présidente? Je voulais... Qu'elle soit présidente, Je sais que c'est le cas et que son fils y va. Mais pourquoi son fils est-il interviewé par Tucker Carlson? Que fait-il là? Donc, Tucker Carlson va chercher le fils de Nikki Haley, qui passe essentiellement dans son émission et parle du fait que tout tourne autour d'Israël, qu'Israël pousse l'Amérique à faire des choses qu'elle ne devrait pas faire et nous implique en Iran. Et je me dis, en tant que mère, je pense à cette pauvre femme qui a passé toute sa vie du bon côté de l'histoire, à défendre Israël, à soutenir l'Amérique grâce à sa défense d'Israël. Et puis, son petit-fils arrogant et insolent doit aller chez Tucker Carlson et honnêtement détruire le travail de toute une vie de sa mère. J'ai eu tellement de peine pour elle à ce moment-là. Mais le meilleur dans toute cette histoire, c'est que maintenant, j'adore voir les rageux se dévorer entre eux. Donc, Nick Fuentes s'en prend maintenant à Tucker Carlson parce que Tucker, Kaufman l'a traité d'antisémite. Nick Quentin, si tu n'es pas antisémite, je ne sais pas qui l'est. Qui l'est? Tu adores Hitler, tu adores Staline, tu dis que les Juifs ont un pouvoir disproportionné en Amérique. Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas antisémite? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il se vexe. Je pensais qu'il en serait fier. Et en même temps, tu as la folle Candace Owens qui dit maintenant que les Macron se sont alliés avec les services de renseignement israéliens pour comploter son assassinat. C'est comme si elle disait « Personne ne se soucie assez de cette femme pour la soigner? » Non. Moi non, je pense qu'elle est maléfique. Toi, tu penses qu'elle est maléfique? Je sais qu'elle est maléfique, mais... Il est malade, mais elle est maléfique. Je ne ressens aucune sympathie. Je veux dire, même Kanye est revenu de l'abîme, même Kanye est revenu avec le rabbin au rassemblement, au rabbin Pinto. Je trouve juste que c'est hilarant que Kanye soit revenu et que Candace Owens soit toujours là. Eh bien... Tu sais, le problème avec Candace, c'est que si tu regardes cette publication où elle prétend qu'il y a un grand complot contre elle, rien que dans la première heure, il y avait genre 50 000 retweets ou un truc de fou. Ça a des dizaines de millions de vues. Et elle gagne de l'argent grâce à ça. Elle en profite. On ne doit donc pas interagir avec ces personnes. Non, ce n'est pas que s'il y a un argument légitime. On ne devrait pas en discuter. Mais pour interagir avec ces personnes est donc récompensé et valorisé. Imité par d'autres personnes. Il y a tous ces imitateurs ratés qui ne sont pas assez doués ou intelligents pour réussir seuls. Je ne les nommerai pas pour ne pas leur donner de crédibilité, mais c'est très évident ce que vous faites. C'est très évident que vous essayez d'imiter cette stratégie absurde de Nick Fuentes, Tucker Carlson, Candace Owens.
pour obtenir des clics. Parce que les clics, ça rapporte de l'argent. Les clics, C'est de l'argent et les gens ont vraiment compris que la folie et la provocation attirent les clics. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication pour laquelle son podcast est numéro 1. Podcast and Le pays. C'est juste, ou alors les gens adorent simplement les théories du complot. Les gens, adorent regarder les trains, les accidents de train, les trains. les trains, absolument. Où est le popcorn? Laisse-moi voir à quel point elle va être folle cette semaine, même si je n'ai pas le temps. Surtout si ce sont les Juifs qui l'ont fait, bien sûr. Oh, Oui, si. les Juifs l'ont fait. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc, je veux dire, prions pour que quelqu'un se réveille et décide que la stabilité régionale est aussi dans leur intérêt et pas seulement dans le nôtre. Mais sur cette note positive, nous passons à notre rubrique très populaire, le salaud de la semaine. Et maintenant, notre rubrique très populaire, le salaud de la semaine. Linda, qui est ton premier salaud de la semaine? Oula! Je suis tellement excitée. Donc, je vais directement viser les Juifs Azajou, comme tu aimes le dire, et je vais surtout viser les rabbins. Je suis rabbin, grand rabbin. Salut, rabbin, qui a fait campagne pour Mamdani. Tout d'abord, cette vidéo était ridicule, je veux te le dire. Je pourrais aussi t'aider à préparer le texte pour la caméra la prochaine fois. Et je trouve que c'est tout simplement scandaleux que tant de Juifs en Amérique, surtout, je suis désolée, qui n'ont pas vraiment d'enjeu ici, qui essaient de nous sauver de nous-mêmes et qui parlent des choses horribles que les Israéliens font. Quand je vois mes enfants, mes amis à Gaza risquer leur vie pour ne pas faire de mal aux gens et que vous dites que nous commettons un génocide, que nous faisons des choses horribles aux Palestiniens. D'accord, voici ce que j'ai à te dire. Je t'ai éliminé de l'île. Le conseil à parler, c'est ça. Tu sais quoi? Je suis avec toi, au fait. Et quand tout le monde, quand les gens disent, je veux dire, il y en a tellement, Twitter, honnêtement, X me déprime de plus en plus. Chaque jour, j'ai presque plus envie d'y être, mais je sais que je dois y être. Mais à chaque fois, ce type qui dit, oh, je suis juif, donc je décide de manipuler les gens, et j'écris, non, tu ne l'es pas, c'est Mon. nouvelle chose. Sympa, sympa. Quand les gens disent, je suis juif, je dis, non, tu ne l'es pas. Non, nous avons. On t'a déjà chassé de la tente. Exactement. Que dire? Désolé. Nous sommes Officiellement, voici le comité qui décide qui est dans la tente. anciens de Sion. Ici, avec les anciennes de Sion, les anciens sionistes, voici les anciennes. Exactement. Et nous décidons qui est dans la tente. Nous avons décidé, c'est tout. Nous sommes maintenant le comité de cela. Nouvelle rubrique. Et donc, Linda Lovitch a éliminé la personne qui a été tuée. présidente du conseil. Tu as écarté le rabbin Samandani et c'était attendu. Merci. Émilie, qui est? Ta crapule cette semaine? Alors, Ma crapule cette semaine est la dame Pandore, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Durko, c'est le nom du bureau en Afrique du Sud. Quel personnage! Elle a été une alliée ouverte du Hamas et de la République islamique. Quelques jours après le 7 octobre, elle a appelé Ismaël Haniyeh et ils ont salué les actions de cette date. Et au-delà de cela, quelques semaines après le 7 octobre, elle a même effectué un voyage en République islamique d'Iran pour rencontrer des responsables du régime. Sous sa direction, le ministère sud-africain des Affaires étrangères est devenu une opération de financement du terrorisme pour le corps des gardiens de la révolution islamique, l'Iran, le Hamas et d'autres groupes terroristes. C'est vraiment triste ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Mais rien que la semaine dernière, elle a en fait été expulsée des États-Unis. Son visa a été révoqué. Et vous savez, les réactions d'elle-même et de ses alliés à l'African National Congress étaient de la stupéfaction. Pourquoi diable aurait-elle vu son visa révoqué? Eh bien, regardez ceci. Mais La lutte armée pourrait devenir une nécessité. J'ai récemment dit en Amérique que nous, en tant que musulmans, nous sommes un peuple épris de paix, mais nous sommes autorisés à nous engager dans le djihad lorsque cela est nécessaire. Nous devons nous en souvenir. Donc, je pense qu'il est assez clair pourquoi exactement les États-Unis avaient un problème avec cette personne en particulier. Elle n'a rien à faire aux États-Unis ou ailleurs et devrait figurer sur une liste de surveillance antiterroriste. Je n'arrive pas à croire que cette personne ait réellement représenté l'État d'Afrique du Sud. Mais j'imagine que cela en dit long sur ce qui se passe avec l'African National Congress en Afrique du Sud. Je suis sûre que nous en parlerons une autre fois. C'est un vrai désastre là-bas. Mais Neladi Pandore, tu es une ordure et tu es mon ordure de la semaine. Eh bien,
Une ordure vraiment digne de ce nom, en effet. Et essentiellement, vraiment, le gouvernement sud-africain, l'African National Congress, ont été achetés entièrement corps et âme par la République islamique. Ils étaient dans des déficits de corruption très profonds. Et apparemment, je veux dire, j'ai parlé hier à une dirigeante sud-africaine qui est amie d'Israël. Ils ont simplement racheté leurs dettes, leur ont donné énormément d'argent. Et maintenant, c'est un pays dont tout le territoire est devenu le proxy de la République islamique. C'est assez pathétique que ce soit ce qu'est devenu un pays, vous voyez? C'est ironique. Ils nous accusent, mais ce sont eux qui agissent ainsi. Tous nous faisons du lobbying, nous possédons des politiciens. Non, ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils font. Douglas Murray cite un célèbre, je crois, philosophe qui dit « Dites-moi de quoi vous accusez les Juifs, et c'est de cela que vous êtes coupables. » Et c'est tellement vrai. Tout n'est qu'une immense opération de manipulation ici. C'est ça, honnêtement. C-H-O-C-H-A-N-A. Oh! mon Dieu, je ne peux pas nommer mes salauds, car comme tous les antisémites, ils portent des masques. Je peux vous dire ce qu'ils ont fait. C'est dégoûtant. Regardez cette vidéo. Ils font une sorte de fête de Thanksgiving entre amis. Oh! Les masques de Trump. Brigitte Bardot, je ne vois pas qui d'autre pour le moment, mangeant les membres et le sang des bébés palestiniens. Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est une vieille histoire, mais elle fonctionne toujours. C'est une vieille calomnie antisémite. On disait que nous buvions le sang des bébés chrétiens, qu'on les mettait dans nos matzahs. Maintenant, c'est Thanksgiving parce qu'on a dû l'adapter au nouveau monde. Donc, évidemment, vous êtes mes pourritures de la semaine. Qui que vous soyez, vos masques tomberont. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Et je ne sais pas qui paie en parlant de payer pour quelque chose comme ça, mais ça coûte de l'argent. Oui, et tu vas descendre, tu seras ramené en bas. Et le plus tôt sera le mieux. Maintenant, Tu vas être dans le prochain épisode de Candice. Oui, je relèverai le défi. Les sionistes on pensait à un complot pour assassiner. Je ne comprends pas comment ils s'en sont sortis là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que cela nuit vraiment à la liberté d'expression en Amérique qu'on puisse juste partir? Je suis juste un peu triste que Youssef et ses amis de Badja étaient là à ce moment-là. Ça aurait été amusant. J'étais avec eux à Grand Central Station, mais là, ce serait une délégation d'Arabes et Israéliens criant sur eux. Oui, je paierais pour voir ça. J'ai rencontré le bureau de Rachida là-bas. C'était vraiment charmant. Oui, crier. En anglais, crier en arabe. Mauvais. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable qu'ils s'en sortent comme ça. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Je suis triste pour les États-Unis. Je suis triste pour les États-Unis. Je suis triste pour les États-Unis d'Amérique. Vraiment, je suis activement triste. C'est juste devenu normal maintenant. Le plus triste, c'est que les gens ne sont même plus surpris. Je pense que les Américains ont eu leur premier choc. La communauté juive américaine a eu son premier choc. Comment cela a-t-il pu arriver ici? Et maintenant, je veux dire, il y avait une rabbin qui a fait une déclaration, une rabbin de la synagogue Parkis qui a dit « c'est la nouvelle normalité, les gens. Alors protégeons-nous et préparons-nous simplement. » Mais c'est essentiellement ce qui se passe maintenant et les gens essaient de s'y habituer. C'est vraiment... donc, j'ai dit que c'est génial quand Mamdani et les anti-sionistes, ils montrent l'importance du sionisme. Et Kamdani et les manifestants aussi. Certains juifs répondaient « Tu crois qu'ils iront en Israël? Non, ils iront juste en Floride. » Je me disais, je ne sais pas. Beaucoup d'entre eux vont pleurer. Est-ce que tu ne penses vraiment pas que ça va migrer vers le sud? Eh bien, en ce moment, la Floride et le Texas sont en quelque sorte des havres pour les gouverneurs républicains pro-Israël et les gouvernements d'État républicains. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On ne sait vraiment pas. Je ne sais pas, mais le fait que ce genre de choses soit normalisé aux États-Unis d'Amérique est tout simplement tragique pour moi aussi. Encore une fois, les lois ne sont pas appliquées. Pourquoi la police de New York permet-elle une manifestation devant une synagogue? Ce sont des violations des droits civiques. Exactement. Eh bien, Latish, qui est la chef de la police, est sortie et a dit « Nous ne pouvons pas arrêter une manifestation. » Mais là où nous avons échoué, c'est en ne donnant pas assez d'espace pour que les gens puissent entrer et sortir sans être blessés. Et je l'ai fait. Vous pouvez arrêter la protestation, je ne sais même pas. Vous? Bien sûr. La police refuse souvent les manifestations, surtout en cas de risque élevé de violence. Allô? Quoi? Avoir ce mouvement. Été. Tu fais ça depuis 2 ans. Mais Mamdani a donné une excellente réponse. C'est mon salaud. On doit y aller ensemble. Désolée, prenez mon tour. Hors de... Mais merci, Linda. C'est une belle transition vers mon salaud. Regarde, je me suis abstenue de faire de Mandani mon salaud. Au cours de l'année écoulée, j'ai fait des Juifs pour Mandani mes salauds
Parce que je me suis dit, écoute, ce gars nous a dit qui il est. Il nous a dit qui il était tout le temps. Maintenant, il va devenir le maire de New York. Et il affirme qu'il sera le maire de tout le monde et qu'il va garantir la sécurité des Juifs. Il ne cesse de le répéter. Pas que nous le croyons, parce que nous savons qui il est, mais ce que Linda allait dire, et c'est pour ça que c'est mon salaud de la semaine. C'est que sa réaction à cette manifestation dans la synagogue par qui a été... Les 2 premières phrases étaient bonnes, et puis tout est parti en vrille. Il a dit « Les Juifs ont le droit d'être en sécurité, quoi qu'il arrive ». Mais pas quand il s'agit d'un lieu de culte utilisé pour un rassemblement illégal. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal dans le fait que Nefesh Benefesh organise une petite foire sur les opportunités pour les Juifs de faire leur aliyah? Donc, d'un côté, vous dites que vous expulsez essentiellement les Juifs de votre ville en les mettant en danger, mais en même temps, vous leur dites aussi qu'ils ne peuvent pas aller en Israël parce que c'est une entité illégale. Et ne me sortez pas tout ce discours sur les colonies. Non, pour toi, Zoran, tout le pays est une grande colonie. Tu ne penses pas que les Juifs ont le droit à un État dans une partie de ce pays. Ce n'est pas la Judée et la Samarie, c'est partout pour toi. Donc, d'un côté, ce que tu dis aux Juifs, c'est « vous n'avez pas votre place ici, vous ne pouvez pas être en sécurité ici ». Tu leur dis aussi « vous ne pouvez même pas retourner dans votre pays, c'est illégal ». Et honnêtement, on en a parlé plus tôt à propos de toute cette histoire de pouvoir avec Trump assis et lui debout. J'ai remarqué ça. C'est exactement là où tu dois être. Et quand tu deviens vraiment mère, tu te rends compte que ce n'est pas tout rose. Et tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas geler les loyers et tu ne peux pas offrir les bus gratuits. Le gouverneur t'a déjà contredit et tes partisans vont voir que tu es une imposture et une hypocrite. Et ta seule expérience professionnelle, c'était de rapper pendant 3 ans parce que papa et maman payaient pour toi. Alors, je vais vraiment prendre plaisir à regarder ce désastre arriver. Mais d'ici là, tu es maintenant mon salaud de la semaine. Z-O-R-A-N-E-M-A-N-D-A-N-I. D'accord. Super. Merci. Merci de m'avoir amené. Mesdames, maintenant, nous clôturons toujours notre belle émission sur une note positive, car les ondes positives sont nos héros. Et il y a tant de héros parmi nous. Linda, qui est ton héros cette semaine? Eh bien, En fait, mes héros sont mes étudiants à l'université Reichmann. J'enseigne à l'école de commerce, l'école internationale de commerce. Et je dois te dire, j'ai tellement d'étudiants qui sont soit des soldats en service de réserve, j'ai des soldats blessés. J'ai un étudiant qui est à Gaza et qui ne peut assister à aucun des cours. Mais il m'a contacté et m'a dit, alors, que puis-je faire? Je dois faire une présentation avec un groupe. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai mis en contact avec d'autres. Et que Dieu le bénisse où qu'il soit. Il reste en lien avec eux. Ils ont préparé la présentation que nous avons faite dimanche en classe avec 2 personnes présentes. Il était quelque part près de la frontière de Gaza, je ne sais pas où, mais il l'a fait et il y a consacré du temps. Il y a mis de l'énergie. Je suis émerveillée par ces personnes, peu importe ce qu'elles font. Et certains de ces étudiants ont fait comme 400 jours de service de réserve au cours des dernières années. Chapeau bas, vous êtes mes héros. Que Dieu vous bénisse. Vous m'apportez de l'espoir pour l'avenir. Merci. C'est beau, Linda, et je suis complètement d'accord. Vous savez, ces jeunes, beaucoup d'entre eux, je suis tombée sur une amie à moi l'autre jour. Son fils est au Liban depuis 3 mois. Il devait commencer l'école, mais ce n'est pas le cas. Les universités essaient de faire un effort pour être flexibles et les laisser faire. J'étais à une cérémonie l'année dernière. Ma nièce a été diplômée Reichmann. Et il y avait des jeunes là-bas qui étaient sur la liste du doyen, qui ont passé 300 jours à Gaza. Je me disais, vous, les gars, vous, les femmes, vous êtes incroyables. Franchement, seule cette génération-là, chapeau bas. Et Linda, j'ai aussi enseigné à l'école internationale. Compétences en présentation? Tu m'as rendu nostalgique de ces enfants. Émilie, qui est ton héros cette semaine? Alors? En fait, j'ai 2 héros. Oh non. Tu es vraiment... elles méritent toutes 2 d'être mentionnées. D'abord, celle-ci sera brève. Il y a une jeune femme nommée Sabat Aravi qui est une réalisatrice iranienne. Et la semaine dernière, il y a eu un festival du film où ils ont remis des prix à tous ces réalisateurs en Iran.
Et cela a été officiellement parrainé par le ministère de la République islamique. Donc, c'était un événement affilié au gouvernement. Alors, cette jeune femme a remporté un prix pour un court-métrage. Elle s'est présentée sans porter de hijab, ce qui, bien sûr, est illégal. Et quand ils ont appelé son nom, elle est montée sur scène. Et ils ont refusé de la laisser monter sur scène pour recevoir son prix parce qu'elle ne portait pas de hijab. Donc, vous voyez la vidéo, nous pouvons la passer. Bref, dans la vidéo, vous la voyez s'approcher de la scène et recevoir le prix depuis le bas de la scène. Et ce qui s'est passé en réaction à cela, c'est que tous les autres lauréats ont fait la même chose, y compris les hommes. Donc, que ce soit qu'elle porte ou non le hijab, nous avons vu plusieurs lauréates refuser de monter sur scène pour recevoir leur prix. À cause de ce qu'ils ont fait à cette jeune femme, donc Kola Kavot, à elle et à sa Courage et du courage. et du leadership, absolument. Absolument. Et mon autre héros de la semaine que je me dois de mentionner est Guy G. Boa Dalal, qui est entré dans les moindres détails. Ancien otage, il a décrit en détail la torture subie lors de sa captivité chez le Hamas cette semaine. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne 12 israélienne, il a parlé des agressions sexuelles qu'il a subies. Et je dois juste dire que c'est horrible. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile à regarder. Mais je ne peux que le féliciter et dire à quel point tout le pays le soutient pour son courage. Dans ce qu'il a fait, Quelque chose comme ça, en tant que jeune homme as. En tant qu'homme, c'est très difficile. C'est difficile pour Toute victime d'agression sexuelle. Ici, il s'agit du Moyen-Orient. Israël est un pays du Moyen-Orient qui possède des éléments d'une culture très intrinsèquement chauvine. Nous devons lutter contre cela. Et donc, il est nécessaire qu'un homme se tienne là et parle de ce qui lui est arrivé. Et cela témoigne vraiment de sa force de caractère et c'est vraiment, vraiment inspirant. Je ne peux pas assez le féliciter. Donc, Guy Gilboa Dalal, tu es mon héros de la semaine. Tu Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas facile pour un homme ni pour une femme, mais dans cet environnement, c'est encore plus dur pour un homme. c'est sûr, et c'est incroyable. Dénoncer, Lui-même comme ça, je trouve ça incroyable. Écoutez, écouter les otages, et que ce soit leur expérience spirituelle, physique, ou tout ce qu'ils ont traversé, raconter leurs histoires est tellement puissant. Et j'ai l'impression que cela remet en question beaucoup de nos normes, beaucoup de nos valeurs, tu sais, mais dans le bon sens, n'est-ce pas? D'une manière qui nous fait dire « Attends, on peut parler de ces choses-là » ou bien ces sujets sont importants ou ils devraient être remis en question ou ils devraient être acceptés et compris. C'est extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai héros. absolument, de grands héros. Émilie Shoshana, eh bien, Mes héros sont aussi des jeunes. Je pense qu'on a un thème. Ils sont, je ne dis pas exactement d'où ils viennent. En regardant actuellement, ils ne disent pas exactement d'où ils viennent. Mais il y a un groupe d'adolescents juifs, des adolescents qui sont entrés dans une salle pleine d'étudiants, je suppose. Des inconnus qui ont été amenés pour cette raison, afin de parler de ce que c'est que de vivre l'antisémitisme. Et je pleure en regardant ça. Je me souviens de mon enfance, j'ai vécu tellement de choses, mais on m'a traité de juif bagel et on m'a demandé si j'avais des pièces et des cornes et tout ça. Mais oui, oh, mon Dieu, d'accord, New, Jersey. Et c'était plus de la curiosité que de la haine, ce qui est intéressant. Mais bref, donc ces enfants parlent et ils expliquent ce qu'ils ont vécu. On ne m'a pas dit que Hitler n'avait pas fini le travail. Et où sont leurs cornes? Et ils devraient retourner d'où ils viennent. Et ils parlent à un groupe d'Américains, des Américains au hasard de différentes races et origines ethniques. Et c'est déjà assez difficile de les regarder en parler. Mais ensuite, voir leur réaction, ma bouche est restée grande ouverte. Je me disais, tu sais, certains auraient été vraiment formidables et disaient, ça doit être très dur, c'est vraiment difficile. Tu sais, est-ce que tu penses parfois à cacher ton identité en tant que juive? Et puis, il y a eu le fameux, eh bien, au moins tu peux le cacher, ou ce n'est pas aussi grave pour toi que pour d'autres. Et c'était presque comme une sorte d'olympiade de l'oppression, ou bien tu n'es pas vraiment une victime. Et je me disais, qui parle comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait à l'Amérique pour que les gens parlent comme ça? Quand quelqu'un partage ses expériences horribles. Et pourtant, les enfants ont réagi de façon si belle. J'aurais frappé, je leur aurais fait face. Impossible pour moi de rester calme. Ils se sont exprimés magnifiquement. J'étais très fière d'eux. Cette jeune génération prouve encore qu'elle n'est pas seulement la génération TikTok, mais aussi intelligente. Ils se battent pour ce en quoi ils croient. Et ils s'expriment pour ce en quoi ils croient. Et j'adresse tout mon respect à Kavod, vraiment Kola Kavod. Puissiez-vous, vous et vos amis, réussir. Et je me sens en sécurité. J'ai l'impression que l'avenir est entre de bonnes mains avec vous. Et les hommes, ils sont tellement impressionnants. Et ce garçon, quand cette femme lui a dit « Oh, mais il y a d'autres oppressions qui sont pires que la tienne »,
Il a répondu, « Tu peux cacher ton identité, a-t-il dit. Tu voudrais la cacher parce qu'elle était une fille noire? Tu voudrais cacher ton identité? » Elle a répondu, « Non, j'ai dit. Eh bien, pourquoi le ferais-je? » Il l'a tout simplement déstabilisé. Il l'a déstabilisé. Oui, Il a juste enlevé la piqûre. Ça, il l'a juste déstabilisé. Ses enfants étaient incroyables. Quel grand héros, de vrais héros formidables. Je crois que c'était notre ami Brooke Goldson qui l'a organisé ou pas? Je pensais que c'était une haine de NGU. La haine de NGU, oui. Ça ne disait pas où ils étaient, non. Ça ne disait pas où ils étaient. Je pense que ce sont des moyens créatifs. Oui, des moyens créatifs. C'est ce que fait le peuple juif. C'est ce que nous faisons. Eh bien, soyons différents, créatifs, originaux. Faisons des choses comme ça. Laissons les enfants. Voyons. As-tu dit ce petit? le gamin avec les tzitzit qui... Disait. Tu sais ce que c'est le sionisme? Il explique le sion. C'est, et il lui dit, et tout le monde est là. Oh non, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. De grands héros. D'accord. Donc, mon héros cette semaine, c'est Elon Musk. Pourquoi? Parce que Elon Musk, je veux dire, on peut parler du fait qu'il a sauvé la liberté d'expression en achetant Twitter, qui est ensuite devenu X. Mais je veux être beaucoup plus précise. Au cours des 2 derniers jours, il a lancé une fonctionnalité qui permet aux gens de savoir d'où vous avez acheté ou téléchargé l'application. Donc, si quelqu'un le sait, vous allez sur X, vous ouvrez un compte, vous indiquez où vous êtes. Je suis à Jérusalem, donc je mets Jérusalem. Mais il s'avère que beaucoup de gens ne sont pas à l'endroit qu'ils prétendent, y compris ces soi-disant journalistes de Gaza, qui ne sont pas du tout à Gaza. Et un exemple que je vais utiliser, ce sont des centaines et des centaines de comptes de personnes qui disent être journalistes à Gaza, qui se trouvent en Turquie, en Arabie Saoudite, au Yémen et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Et un homme en particulier, dont le nom est Motassim Daloul, qui était considéré comme une source suffisamment fiable pour la British Broadcasting Corporation. Bien sûr, la British Broadcasting Corporation revient toujours. Ils l'ont présenté comme journaliste à Gaza alors qu'il est en Pologne. Et j'adore le sens de l'humour des gens sur X. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'y vais encore. Alors, il y a un gars qui fait une capture d'écran, c'est devenu un truc. Quand il dit « il pleut et il fait un froid glacial ici ». Quelqu'un demande en commentaire « c'est à cause de la Pologne ?» Il s'avère que de nombreuses organisations connues comme Voix juive pour la paix ou Justice étudiante en Palestine ne sont pas réellement ce qu'elles prétendent être. Beaucoup de ces comptes sont indéterminés, on ne sait pas d'où ils viennent. S'ils venaient vraiment d'Amérique, comme ils le disent et l'indiquent, pourquoi alors? Est-ce que la véritable localisation d'où ils ont téléchargé l'application est indéterminée? C'est probablement parce qu'ils utilisent un VPN pour la masquer. Donc, en gros, ce qu'Elon Musk a fait, c'est qu'il a arraché le masque de tous ces faux journalistes et de tous ces faux activistes pour révéler ce que c'est vraiment de la propagande payée et de la propagande sous forme d'infiltration par un État terroriste ou un État ennemi. Et pour cette raison, Elon Musk, tu es mon héros cette semaine car je pense que c'est très significatif. Cela a fait tomber le masque des mensonges. Viennent juste de révéler que les frères musulmans ont volé $1,5 milliard provenant des dons pour Gaza. Combien de... Bien sûr, supérieur. Eh bien, l'un de ces comptes, qui est en fait, je crois, au Yémen ou en Turquie, a récolté $40 000 pour Gaza, bien sûr. Et ensuite, l'a dépensé chez Prada, pris de l'essence ou acheté un sac Birkin pour la femme de Sinois. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'Elon Musk ressemble à Imoedim. C'est un guerrier de la liberté d'expression. Et en faisant cela, il dévoile aussi les mensonges, les masques et les couches de cette propagande. Ce que je trouve très important pour savoir. Il est important de savoir d'où parlent les gens. Absolument. Alors, sur cette note positive, nous terminons un nouvel épisode de The Quad et nous concluons l'épisode comme chaque semaine. Et Linda nous l'a rappelé aujourd'hui, 3 de nos héros tombés au combat sont toujours otages à Gaza alors qu'ils devaient revenir dans les 72 premières heures. Qui? Je pourrais vraiment mettre ma main au feu. Le Hamas sait exactement où ils sont. Et ils doivent rentrer à la maison dès que possible. Nous concluons notre émission et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.